Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup connaissent très bien. Il s'agit de la peur. Mais qu'est-ce que la peur? Comment agit-elle sur nous? Et c'est là qu'on se rend vite compte qu'il n'est pas facile de répondre à ces questions. En fait, la peur, c'est un mécanisme de défense face à une menace, qu'elle soit réelle ou non. Imaginez que vous vous promeniez en forêt, tout à coup vous apercevez un serpent. Le stimulus sensoriel, la vue du serpent donc, va alors emprunter deux chemins dans votre cerveau. La voie rapide et la voie longue. La voie rapide, elle aboutit directement au complexe amygdalien, dans le lobe temporal. Celui-ci va activer directement la réponse de l'organisme, on se met à avoir peur. La voie longue passe par les cortex sensoriels qui analysent le stimulus pour savoir si c'était bien un serpent ou juste une branche d'arbre. L'information arrive alors seulement aux amygdales qui accentuent ou annulent le réflexe de peur. On a donc peur avant de vraiment savoir pourquoi. Maintenant, voyons ce qui se passe dans le restant du corps. Si on peut dire que le complexe amygdalien est le chef d'orchestre de la peur, sa baguette serait sans nul doute une hormone, l'adrénaline qui va se déverser dans tout l'organisme au moindre signal de danger. De concert, tout le corps va se préparer. Le cœur s'emballe, la respiration s'accélère, le foie libère du glucose et grâce à tout ça, le sang va devenir un véritable cocktail énergétique pour nos muscles et notre cerveau. On est fin prêt à répondre à la menace par la fuite ou l'affrontement. D'ailleurs, les organes qui ne servent pas à cette réponse vont eux aussi participer à l'effort de guerre en se mettant au repos. C'est pour ça qu'on devient pâle, qu'on a le ventre noué, le sang a quitté le visage et le système digestif s'est arrêté. Vous comprenez donc que la peur est un système défensif mis en place pour notre survie. Mais elle a un tout autre rôle. Elle est indispensable au développement de l'enfant. Alors à votre avis, pourquoi? En fait, dans les premiers mois de sa vie, le nourrisson pense à ne faire qu'un avec le monde qui l'entoure. Chaque fois qu'on interagit dans son environnement, on crée chez lui une peur qu'on appelle angoisse de morcellement. En surmontant petit à petit cette peur, il va définir les limites de son individualité. Mais ça ne s'arrête pas là. Tout au long de son enfance, des peurs différentes vont l'accompagner. On peut citer par exemple la peur des visages inconnus à 7 mois, celle des bruits forts comme l'aspirateur à 2 ans, ou encore la peur de l'échec scolaire à 8 ans. Souvent la peur se manifeste à nous par des phénomènes physiques qui engendrent un désordre et amoindrissent nos défenses naturelles. Nous ressentons la peur comme un déséquilibre intérieur, une sorte de faiblesse physique. La peur monte en nous telle une fièvre pour laisser ensuite place à une frayeur sournoise, dégradant peu à peu notre santé mentale. La peur nous habitue peu à peu à déformer le réel et la situation de panique nous amène à intégrer des pensées erronées sur le monde qui nous entoure. Le stress nous isole et nous plonge dans une détresse accentuant ainsi la fatigue et favorisant l'apparition des maladies. Nos peurs ont des choses à nous dire sur nous-mêmes. La peur agit comme un catalyseur, mettant alors en évidence tout ce qui sommeille dans notre inconscient. La plupart de nos peurs ne sont pas innées, mais apprises à la suite d'expériences traumatisantes. Ainsi, la peur apparaît très tôt chez le nourrisson, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et s'imprime de façon automatique par le corps. Si consciemment nous décidons d'ignorer nos sentiments, le corps, par la maladie, nous trahit et parle. Notre corps possède sa propre mémoire, et si nous oublions délibérément nos traumatismes, notre corps, lui, s'en souvient. Nous voici désormais instruits de ce qu'est réellement la peur sur un plan purement technique. J'ignore si vous saviez tout cela. Si ce n'est pas le cas, reconnaissez que cette découverte est extrêmement intéressante, n'est-ce pas? Au-delà de cette peur génétiquement utile, nous faisons aussi face aux peurs orchestrées par notre saboteur. Les peurs phobiques sont de celles-ci. Peur des animaux, araignées, serpents, chiens ou pigeons. Il faut y ajouter les phobies de situation, les peurs des lieux clos, comme la claustrophobie, de se retrouver au-dessus du vide, comme le vertige, la peur de prendre l'avion ou d'être jeté à l'eau. La situation qui provoque l'angoisse la plus forte est d'être suspendu au-dessus du vide. Enfin, il faut aussi prendre en compte la peur de certains objets, comme les seringues, lors des prises de sang ou des vaccins. Des objets insolites se glissent dans notre catégorie, comme les pieds, les plantes, les astres qui peuvent angoisser violemment. Les phobies sociales sont les plus gênantes. Lorsque vous devez intervenir devant un public, au moment de sortir de chez vous et de rencontrer les autres, vous mêler à une foule, c'est l'agoraphobie, ou quand vous avez l'impression d'être sur le point de rougir et d'être vu. Les enfants y sont plus sujets. Ces phobies s'estompent au fur et à mesure de leur vie. Elles peuvent même être à l'origine de l'échec scolaire. On peut assurément dire qu'il existe une prédisposition familiale à certaines phobies. De plus, un environnement instable ou violent dans l'enfance et les traumatismes peuvent générer l'apparition d'angoisses extrêmes. Et oui, c'est toujours votre saboteur qui profite d'une de ces situations pour vous pourrir la vie. L'univers peut intervenir efficacement pour vous mener vers les voies de la guérison.
Voici une formulation qui pourrait vous être utile. Univers infini, tu me protèges divinement et j'arrive à destination en toute sécurité. Je vous dis à demain pour votre 39e cours.